Bonjour, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir parmi nous, en cette célébration du 5 juillet 2024, notre Moudjahida Zulekha Bekadour. Elle n'est pas médiatisée comme le sont les autres Moudjahidettes, pourtant, lire son ouvrage, on réalise qu'elle est l'histoire que nous voulons écrire avec un grand H. J'emprunte la parenthèse de sa préfacière Khawla Taleb al-Ibrahimi. Je cite: « Aujourd'hui, elle nous livre ces pages où elle relate toutes les étapes de ses combats en manifestant encore et toujours la même fraîcheur, la même constance têtue et la même droiture fidèle à ses principes, ceux du 1er novembre. Elle nous administre, même si elle s'en défend d'une manière farouche, une leçon magistrale d'engagement et d'intransigeance, page 15. En fait, le va-et-vient entre le passé et le présent, racontant la mémoire collective et individuelle, avec cette étincelle qui brille dans le regard 1934-2024, est une belle leçon de vie. Elle est un livre ouvert, vivant, de 1001 pages où bravoure, honneur, valeur sûre et noblesse de l'âme irriguent son récit de 213 pages paru à Coco Éditions. Sans embâge, elle lance les couleurs de l'exigence, de l'inflexibilité dans son avant-propos. Je la cite, donc je cite Zulekha Bekadour, refusant de m'infioder à la politique politicienne sur laquelle j'ai tiré un trait définitif dès 1962. Je n'ai jamais cherché à jouer avec la vérité. Je n'ai jamais été gênée par mes choix. J'ai pu ainsi réaliser mon rêve de femme libre et émancipée. Page 19. Ainsi, notre Moudjahida refuse la pensée alambiquée, parcellaire et édulcorée. Elle a émis le souhait à ce que notre entretien soit orienté vers ces hommes et ces femmes, parfois ces aînés, qu'elle a admirés dans un contexte de guerre où la mort et la vie sans répit se côtoient. Elle cite Evelyne Lavallette, la femme de Saphir, et nous sommes dans les bureaux de livresque qui portent le nom de Abdelkader Saphir, le mari de Evelyne Lavallette. Et quel honneur de faire coïncider les belles âmes. Elle cite aussi Nafissa Hamoud, Jacqueline Gerouj, Nassima Hablel, Denise Pla, Hassiba Ben Bouali, Jamila Bouazza, Jamila Bouhired, Zohor Zerari, ou encore des figures de héros tels que Larbi Ben Mehdi, Amara Rachid, Haj Bellah, et la liste est longue. Je tente de dérouler le tapis du temps de notre histoire, par des dates inscrites, par tant de camarades, ou frères et sœurs de lutte que Zulekha Bekadour a tenté de lier par le fil de l'âme dans son ouvrage témoignage. Et comme vous le savez, un livre engage la conversation sans jamais la clore. Zulekha Bekadour est membre du bureau de l'UGMA, Union Générale des étudiants musulmans algériens, le 19 mai 1956, une date historique au cours de laquelle les étudiants algériens avaient décidé de déserter les lycées et les universités pour rejoindre le maquis et libérer le pays du joug colonial. La date du 8 mai 1945 reste un traumatisme pour la fille de 11 ans qu'elle était. Le 5 juillet 1962 au 5 juillet 2024, 62 ans de notre indépendance, Zulekha Bekadour s'installe dans notre histoire et elle va nous la relater décemment et succinctement. En fait, aujourd'hui, nous sommes au bureau de livresque, un rendez-vous, nous sommes au 9e rendez-vous de Heure du Livre, où il sera question de l'invité principal, Zulekha Bekadour, notre Moudjahida. Avec son livre « Ils ont trahi notre combat, mémoire d'une rebelle dans la guerre et l'après-guerre ». Un peu plus tard, nous voyageons dans le temps et la géographie, au cœur de l'Algérie humide et contemporaine,
à Loarsenis, plus précisément avec Nordin Benamara, autour du livre Les Meknassa de Loarsenis, de la tribu à l'Algérie. Ensuite, nous voyagerons un peu plus loin avec Samira Saidi Bentorki, avec les tribus arabes dans l'Ouest américain, l'héritage islamique de la nation Cherokee. Et nous terminons par une lecture poétique. Donc notre Moudjahida Zulekha Bekadour va nous lire un extrait d'un propos fort en émotion qui va relater un petit peu ce que je viens de dire dans ma chronique. Et donc nous l'écoutons. Avec l'indépendance, la libération et la restauration de mon pays continuent de susciter en moi un espoir considérable. Mais je dois reconnaître que le chemin reste encore long et ardu. Pour nous les femmes, pour marquer notre véritable place dans la société et devenir des citoyennes à part entière, l'histoire de notre lutte au féminin, très mal connue, me tient à cœur, car le rôle des femmes, surtout dans les régions rurales, a été essentiel. C'est autour d'elles que s'est organisée la quotidienneté du combat, dans les maquis, où elles ont apporté leur aide précieuse aux hommes. Dans les villes, grâce à leur capacité à changer leur apparence, agents de liaison, poseuses de bombes, boîtes aux lettres, elles ont été nombreuses à participer à de petits faits essentiels, en cachant des militants recherchés, transportant et diffusant des tracts, confectionnant des drapeaux qui ont servi pendant les manifestations. Beaucoup ont soigné les blessés avec courage et abnégation, en tant qu'infirmières et même médecins, à l'instar d'une Fissa Hamoud, qui a précédé ses confrères au maquis, sans être représentée dans les hautes instances de la Révolution, hélas. J'écoute les discours officiels sur la parité et je m'interroge. Ce concept de parité ne présente d'intérêt que s'il tient compte de la solidarité fondée sur la liberté et l'égalité. Je suis ni aigrie ni naïve, car je sais que la révolution, entre guillemets, n'a pas suivi la libération du pays. Et au nom du passé, je ne peux m'empêcher d'observer avec un regard critique le comportement de tous ceux qui pensent sans vergogne à leurs intérêts et profits personnels sans servir réellement ce pays qu'ils prétendent aimer. Je dénonce les mesquineries, les magouilles et les calculs. Que cela plaise ou non, je persiste et signe. Je reste radicale, résolument rangée auprès des opprimés, des laissés pour compte et des voix étouffées par la répression des puissants. Grâce à la flamme et à la foi intérieure qui m'habite, je puise dans l'idéal patriotique qui m'a toujours guidée, la force de m'opposer à l'injustice et à l'oppression. Enfin, ma méditation spirituelle reste centrée sur les liens de la mémoire autour de deux grandes préoccupations. La solidarité avec mes semblables, qui m'a animée dans toutes mes actions, et le regard inéluctable, grand et inéluctable du départ, que j'appréhende avec sérénité et sans crainte, forte de ma voix et de mes convictions. Le long de votre livre, nous avons des dates. Les dates, ces dates-là racontent l'Algérie en fait. Et si je vous demande en peu de phrases
Ce que signifie pour vous le 8 mai 45, le 1er novembre 1954, le 19 mai 1956, le 5 juillet 1962, le 8 mars 1965, le 8 mars 1986. En peu de phrases, parlez-nous, pour situer un peu le débat avec vous, parlez-nous de ces dates les plus marquantes pour vous. Une des plus marquantes, la première, je dois dire, c'est le 8 mai 45, car cette date a concerné le pays dans son ensemble et tous les Algériens. Je n'avais que 11 ans, je n'étais ni à Alger ni à Sétif, mais je sais que notre peuple a payé cher les manifestations qu'ont fait les militants dans les rues de plusieurs villes de l'Algérie. Alger d'abord le 1er novembre, où il y a eu des tués. Ensuite, à Sétif et Kharrata. Et voilà, pour moi, jeune adolescente, je vivais tous ces événements comme un traumatisme. Et il m'a marqué comme premier phénomène vécu dans le cadre de mon pays, qui n'était pas encore en lutte. 1er novembre 54 1er novembre 54. Je prenais mon petit déjeuner, car c'était un jour férié à l'époque, et j'apprends par la radio l'assassinat d'un caïd, en les Aurès, et l'agressivité, enfin, l'agression, d'un couple d'instituteurs. Et lui est mort, et elle a réchappé. Et ce sont le spectateur, avec une voix grasse, annonçait que quelque chose d'important se passait. J'ai donc compris, c'est arrivé comme une bombe qui explosait dans le ciel serein de l'Algérie coloniale. Le 19 mai 1956, Madame Becadour. Le 19 mai 56, c'est très important car j'étais engagée au sein de l'université comme membre du bureau de l'Union des étudiants musulmans algériens, et à la suite des assassinats qu'on apprenait dans le pays, le docteur Benzer Djob à Tlemcen, le secrétaire des oulémas Reda Houhou, un lycéen brûlé dans sa mechta en vacances de Pâques, et enfin un étudiant qui était maître d'internat à Ben Aknoun, dont on apprend la disparition. À ce moment-là, nous décidons d'organiser une réunion, et c'est le 17 mai que nous nous sommes retrouvés avec des lycéens arrivés en masse, encadrés par Amar al-Rachid, qui était un étudiant comme moi, membre du bureau. Donc, tout s'est décidé à cette date-là, entre le 17 et le 19 mai, et nous avons décidé d'arrêter les cours et les examens pour rejoindre les maquis. Et vous n'étiez pas à Alger, donc ça se passait à Alger. Ça se passait à l'université d'Alger, qui était unique à l'époque. Et donc il a fallu, quand la décision de faire grève a été prise, étant membre du bureau, je devais soit rentrer dans la clandestinité, soit être arrêté. À ce moment-là, j'ai appris à ma mère que je militais, et après une journée de réflexion, elle m'a autorisé à partir. J'ai pris le premier train, le 19 mai 1956, avant la diffusion du tract, et j'ai rejoint la Wilaya 5, et l'adresse m'avait été donnée par le membre du CCE, à savoir Ben Mehdi Ben Khada. Le 5 juillet 1962. Alors le 5 juillet 62, je rentrais de Tunisie parce que j'avais été visée par la Bleuite, une effrayante opération de pénétration des maquis dont j'ai été victime. Après de lourdes péripéties, et grâce au journal L'Express, qui a diffusé le courrier que j'ai fait à l'occasion, j'ai pu quitter l'Algérie, rejoindre la Tunisie. Et c'est donc le 4 juillet que je suis rentrée à Alger pour rejoindre les foules en liesse et profiter de l'indépendance de l'Algérie qui enfin arrivait.
Et dans votre livre, on retrouve le 8 mars 65 aussi. Ah oui, alors le 8 mars, grâce aux Moudjahidettes qui étaient encadrés dans le cadre du bureau politique, je citerai Zor Zerari et Evelyne Lavalette, paix à leur âme. Elles étaient responsables, moi je m'occupais de la BU et je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer aux réunions. Cependant, avec toutes les Moudjahidettes, nous étions environ une centaine, nous avons organisé une marche de toutes les femmes à partir de la place du 1er mai pour un rendez-vous au cinéma Atlas à Bab el-Oued. Et Ben Bella est venu parce que cette marche que personne n'attendait, qui était encadrée par des hommes, je dois le dire, nous avons terminé là et le président de la République s'est cru obligé de venir nous rencontrer. Et donc, une malencontreuse date, le 8 mars 1986, Madame Becadour. Le 8 mars 1986. Ah oui. Ben, j'étais remerciée de mon poste de conservateur de la bibliothèque par le ministre qui était à l'époque Brahi. Et pourquoi on me remerciait? Parce que la bibliothèque avait été inaugurée la première fois le 12 avril 1968 et M. Brahi décide de la réinaugurer une seconde fois 16 ans après, en octobre 84. Nous avons des dates, nous avons une époque, votre enfance, vous évoquez dans votre livre votre enfance, la jeune fille de 22 ans qui s'engage avec les étudiants, vous parlez aussi, vous avez beaucoup d'admiration pour des hommes et des femmes que vous avez croisés, d'ailleurs parfois vous les appelez les camarades de lutte, parfois frères et sœurs de lutte, et on voit cette énorme tendresse. Et lors de mon entretien avec vous par téléphone, vous m'avez dit, je ne veux pas parler de moi, mais je veux parler de mes camarades hommes et femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Notamment, on peut citer Evelyne Lavalette, Jacqueline Galouj, Nafissa Hamoud, Nassima Hablel, la secrétaire de Aben, absolument, Hassiba Boubouali, Jamila Bouaza, Jamila Bouhired, Zohor Zerari. En fait, vous êtes l'Algérie, vous êtes le féminin algérien et l'Algérie elle-même. Nous, les générations d'après cette époque, on a envie un peu de comprendre vos rapports. Quels ont été les rapports avec Evelyne, avec Jacqueline, avec Zohor, avec toutes ces femmes? Qu'est-ce que vous gardez en ce 5 juillet 2024? Qu'est-ce que vous gardez de ces rapports? Alors écoutez, moi je les ai connus dans des circonstances différentes. D'abord, vous citez Nassima Hablel, c'est une des premières que j'ai rencontrées dans le cadre du combat, parce qu'elle était, comme vous l'avez dit, secrétaire de Aben, et je la rencontrais tous les jours en fin d'après-midi avec Armar Al-Rachid, qui a été le premier étudiant à me contacter pour me demander de me présenter aux élections pour la création du bureau de la section d'Alger de l'UGMA. On se rencontrait donc devant les grilles de l'université avec celle qui est devenue l'épouse de Aben, Isa Bouzekri, qui venait elle aussi à cette date. Elle était secrétaire chez un avocat européen, juif je crois, et se joignaient à nous des lycéennes, Myriam Ben Mihoub, Safia Bazi, et une autre qui était dans un autre lycée. Bref, c'était des petites réunions qu'on tenait comme ça devant les grilles de l'université. Donc ces jeunes femmes, je les ai connues dans ce cadre-là et nous avons commencé ensemble notre militantisme. Plus tard Alors plus tard, j'ai rencontré Evelyne Lavalette et Denise Plat. Alors celles-là, je les ai rencontrées dans le cadre du combat, de la lutte. Parce que ces deux jeunes femmes, cheftaines scouts, l'une, Evelyne, était fille de colon. Quant à Denise, elle était ingénieure chimiste pour la répression des fraudes détachée par le ministère de l'Intérieur français. Ses parents étaient enseignants à Mostaganem, elle n'était pas pied noir. Ils ont d'ailleurs quitté leur poste pour la retraite dans les années, en juin 1956, au moment où j'ai connu leur fille, qui, à l'époque, m'hébergeait avec l'adjoint de Ben Mehdi, qui était Hajj Ben Allah.
Donc je découvrais des femmes plus âgées que moi dans l'ensemble et qui m'ont servi de modèle. Alors mon étonnement, bien sûr, c'est de découvrir des Européennes non musulmanes qui étaient plus engagées que nous dans la guerre, puisqu'elles avaient pris le risque d'héberger les plus hauts responsables de notre lutte du FLN. Comme qui? Comme les responsables? Oui, c'est français. Alors, Evelyne Lavalette, qui était fille de colon, hébergée à Alger, à Ben Mehidi. Elle était l'agent de liaison de Ben Khadda. Elle recevait régulièrement, quand il venait à Alger, Bekrim Belkacem ou Amran. Enfin, bref, c'était rue Daguerre, en plein centre d'Alger, pas loin du boulevard Mohamed V, où je loge actuellement. C'est merveilleux parce que vous avez des Européennes avec des Algériens qui craignent tout, qui craignent d'être infiltrés. Et puis cette confiance, comment elle se fait la confiance pendant ces temps? Entre une Européenne, française, et entre un Algérien qui est assoiffé de l'indépendance, comment se font les rapports humains? Écoutez, ils se font naturellement. Parce que moi, personnellement, le premier Européen que j'ai rencontré, c'est le professeur Mandouze, qui était mon prof. Et à ce moment-là, on me demande d'aller le rencontrer pour nous faire une conférence. Et à ma grand étonnement, il me dit, mais je peux faire quelque chose d'explosif. Et il est venu un mois après, bien entendu, tous les étudiants prévenus sont arrivés, pour les plus réactionnaires, avec une corde, avec la ferme intention de le pendre. Et on a dû l'extraire de l'amphithéâtre Gzel à l'époque, Ben Bedis aujourd'hui, grâce à la centaine d'étudiants musulmans qui l'ont encadré pour le sortir sain et sauf. Et le gouvernement français, d'ailleurs, l'a expulsé immédiatement pour se rendre à Strasbourg. Il a continué ses activités tout en soutenant notre cause à distance. Revenons sur les nôtres, Ammar al-Rachid par exemple. Alors, Ammar al-Rachid pour nous, c'est le lycée Ammar al-Rachid. Ah, c'est le lycée, il venait du lycée franco-musulman. Moi, je venais du lycée de la Croix, pas loin de l'université, où je rencontrais notre héroïne. Voilà, Hasiba Benbouani, qui était ma cadette. Moi, j'ai passé mon deuxième bac là, au lycée de la Croix. Elle était en seconde. D'ailleurs, elle n'a pas eu le temps de passer son baccalauréat. Et j'ai connu par la même occasion aussi Jamila Bouazza. Donc ces jeunes femmes, je les ai connues en dehors de la lutte. Et c'est après coup que j'ai découvert, bon, Hasiba, je ne l'ai plus revue puisqu'elle est morte. Quant à Jamila Bouazza, on s'est retrouvés à Maison Carrée, parce qu'elle a été condamnée à mort en même temps que Jamila Bouhired, et on s'est retrouvés toutes emprisonnées. C'est très passionnant pour nous, la génération d'après, de comprendre un petit peu ces rapports humains avec vos, comme vous les appelez dans le livre, mes camarades de lutte ou mes sœurs et frères de lutte. C'est très très intéressant de rester dans ce rapport humain. Vous nous avez parlé avec les Européens, comment on a pu faire confiance à des Européens pendant la guerre. On n'a pas eu peur de cette prêtrise, de la trahison. Mais on n'a pas eu peur parce que tout se passait naturellement. J'ai découvert des jeunes femmes qui étaient cheftaines scouts pour venir à celles qui nous hébergeaient. Parce que c'est elles qui ont fait quand même des choix très importants. Héberger les cadres, tous les grands chefs de la LNFLN, il ne fallait pas le faire. D'ailleurs, à notre arrestation, la police était très surprise. Moi, personnellement, le 11 novembre 1956, quand à 4 h du matin, on est venu frapper à la porte, ils s'attendaient à trouver une armada de Fellaga, comme ils nous appelaient, et ils sont tombés sur deux jeunes filles, une de filles de type européenne, c'était visible, et moi aussi, parce que entre-temps, je m'étais coupé les cheveux, je les avais teints, et ils étaient surpris. Et ils allaient de surprise en surprise. Parce que d'abord, celles qui nous hébergeaient, qui étaient détachées du ministère de l'Intérieur et qui louaient les appartements où nous étions, c'est elle qui a été la première arrêtée. Et puis ensuite, ils viennent et ils découvrent encore. Et puis ensuite, ils arrêtent Evelyne Lavalette, qui était fille de colon, mes sœurs en même temps. Ensuite est arrivée Salim El-Hafef, veuve Ben Khadda aujourd'hui. Nous étions 7 femmes qui venons de milieux différents, européennes, d'origine pied noir,
d'autres françaises et des algériennes authentiques, mais pour la plupart universitaires. Et ils s'attendaient à tout sauf à ça. C'était la grande, grande surprise. Et c'était très important. Nous ne rendions pas compte de la surprise qu'ils ont eue. Tous, les hauts gradés de la police, au lieu de tomber sur ce qu'ils appelaient les fellagas, ils sont tombés sur des jeunes femmes qui travaillaient ensemble sans problème, qui n'avaient pour la plupart pas le type, parce que même Salim Al-Hafaf, elle a un type très européen. Bref, eh ben, leur comportement a complètement changé. Le juge d'instruction, quand il nous a vu passer, Evelyne et moi, parce que c'est nous qui avons le plus souffert, eh ben, ils ont tout de suite exigé qu'on nous hospitalise, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir, parce que la police nous a laissé tomber. Et il insistait pour ça, parce que nous étions dans un piteux état toutes les deux. C'est pour vous dire que leur comportement a changé. Du jour au lendemain, ils découvraient que cette guerre se faisait avec des Européens et surtout des femmes très engagées. Et ça pour nous aussi, ça a été une grande surprise et une joie en quelque sorte. Parce qu'au tribunal, lors du jugement, j'étais encadrée par Denise et Evelyne et Denise Plat, donc. Denise Plat, oui. Qui, elle, était de Perpignan, était française. Elle n'avait rien à voir avec les pieds noirs. Elle était l'amie d'Evelyne parce qu'elles étaient cheftaines scouts. Et au jugement, le 23 mars 1957, le juge, enfin, qui me pointait du doigt en disant « Elle est anti-française et elle ne le cache pas », alors je lui réponds « Mais j'ai à mes côtés des Françaises d'origine. Ce sont mes sœurs. Et cela prouve que je défends, que je combats le colonialisme et pas la France. » Merveilleux. Parlez-moi de l'expérience, cet emprisonnement. Comment ça se passait, l'emprisonnement, le vôtre et l'emprisonnement de... Comment vous étiez prisonnière? Comment vous avez été traitée? Comment vous avez vécu? Ben, vous savez, l'emprisonnement, hein, c'est pas simple. D'abord, on arrivait très malade et personne ne nous soignait. Donc, on a été enfermés pendant 8 jours en isolement. En plus, dans le quartier des hommes, des condamnés à mort, où les murs étaient peints en noir, et nous étions entassés dans une cellule à 7, ce qui n'était pas facile. Ensuite, nous retrouvions les Européennes qui nous ont très bien accueillis. Elles étaient 6 au total, toutes mères de famille, torturées. Et grâce à elles, la torture a été découverte, parce qu'elles ont réussi à se faire entendre. Elles ont été arrêtées presque au moment de l'arrestation de Maurice Audin, et comment s'appelle le directeur d'Alger républicain qui a écrit la question, Aleg avait été arrêté et torturé, et donc grâce à eux et à elle, parce que nous on ne nous écoutait pas, le juge d'instruction a essayé de nous faire hospitaliser, une personne ne s'est occupée d'eux, tandis qu'elle, c'est le Parlement français qui a exigé qu'une commission vienne sur place pour faire une enquête. Germaine Tillon était également venue à la prison d'Oran parce que ça a fait beaucoup de bruit en France. Et les Français qui n'étaient pas concernés par cette guerre, parce qu'ils avaient des enfants qui venaient faire la guerre malgré eux, la plupart d'ailleurs étaient des insoumis, étaient contre, et ils n'ont jamais parlé de cette guerre terrible. Et moi je vois par exemple les interviews qu'ils ont données dans le cadre des chroniques de la guerre d'Algérie à Bernard Andrieux. Nous avons été plus d'une cinquantaine, y compris Ben Mehidi, et l'officier supérieur qui l'a gardé pendant 3 jours, avant qu'il le remette à Ozares, sachant qu'il ne le reverrait pas. Et il y a fait présenter les armes. Donc tout ça maintenant se sait, grâce aux Français, il faut bien le dire, grâce aux historiens, grâce à tous ces gens-là qui s'intéressent à notre histoire. Des humanistes, quoi. Des humanistes, oui, mais qui ne comprennent pas. Ils ont fait cette guerre sans l'admettre pour la plupart. Et ils annoncent, ils disent, nous avons été lâches, on n'a pas eu le courage de dénoncer. Ceux qui l'ont fait ont été incarcérés, comme de la Bollardière, qui était un haut gradé de l'armée française. Il a été... parce qu'il ne fallait pas parler. Et tous le disent. Et la plupart sont passés par des psychiatres.
jusqu'à présent, ils reconnaissent qu'ils n'acceptaient pas, mais qu'ils ne pouvaient pas parler. Voilà la situation. Alors nous avons eu la chance de rencontrer ces personnalités, parce que pour nous, c'était des personnalités. Moi, personnellement, j'avais 22 ans, elles avaient 50, 60 ans. J'étais avec des femmes qui pouvaient être ma mère, et qui nous ont donné des leçons. Des leçons. Et j'ai continué avec Jacqueline Guérout, qui est pour moi un monument. 5 enfants, le dernier avait 3 ans. Il a été confié à sa belle famille, qui ne parlait pas le français. Les gamins se sont mis à parler arabe. Ils ont même pris des noms arabes. Et maintenant, ce sont des cadres extraordinaires en France, parce qu'ils ont dû quitter l'Algérie, tous les aînés, dans le cadre de la décennie noire. Et bien, on a perdu tout ce monde-là. Et Jacqueline a continué son combat avec moi à l'université. Je m'occupais de la bibliothèque universitaire, elle était à la bibliothèque de droit et d'économie. Et je l'ai assistée jusqu'à sa mort, comme Evelyne. L'État français était dérangé. Et il voulait nous rendre invisibles. Alors on a commencé par ne pas nous juger dans le cadre comme les hommes. Par exemple, Hadj Ben Allah a été jugé au tribunal militaire. Par contre, nous, on est passé en correctionnel. On a eu des peines moindres, parce qu'ils voulaient nous étouffer. Il fallait que cette affaire, bien que le monde a couvert notre procès. Donc la France apprenait. Moi, quand j'ai eu mon problème avec la Bluide, ben, le journaliste qui couvrait l'Express, les événements pour eh ben c'est Françoise Giraud qui était directrice à l'époque et qui a tout de suite publié mon courrier que j'ai envoyé grâce à son correspondant à Alger. Et c'est grâce à tout ce monde-là que j'ai pu quitter l'Algérie. Sinon, ben, j'étais condamnée. J'ai perdu 5 kilos en l'espace d'une semaine. Et j'en ai pas beaucoup à perdre. Hein. Je faisais 40 kilos quand j'ai quitté la prison. On est à quelle date? On est en avril 60. Et ils ont cru, comme ils avaient réussi à obtenir que tout le monde cède, moi, sans le vouloir, ayant fait de la prison, quand ils m'ont demandé de collaborer, j'ai refusé. À ce moment-là, ils m'ont dit, on a un mandat d'arrêt. Ben, j'ai dit, ben, arrêtez-moi. Ils ont vu que ça ne m'effrayait pas. À ce moment-là, ils ont passé aux tortures et surtout la disparition et la famille. À ce moment-là, je leur ai laissé... Pardon. Je leur ai laissé croire que j'acceptais. Ils m'ont tout de suite donné un rendez-vous au musée national. Parce que j'habitais au Ruisseau, pas loin du musée du Jardin d'Essai. Je ne suis pas allée au rendez-vous. 2 jours après, un samedi matin, je reçois une lettre de menace en tête de la Letty, où ils avaient leur QG. C'était l'hôtel Saphir aujourd'hui. Et ma mère va tout de suite voir, parce que ma mère a travaillé après moi. Je ne l'ai pas su. Ça aussi, c'est un élément que je dis à préciser. Dès que je suis arrivée au niveau de l'adjoint de Ben Mehdi, il a tout de suite envoyé un émissaire pour rassurer ma mère. Et en guise de réponse, ils ont eu, mais je suis à votre disposition. Et à ce moment-là, tout de suite, on l'a mis en contact avec Salim Al-Hafef, qui ils ont travaillé, et mes sœurs aussi. Donc tout ça pour dire qu'un climat s'est créé où on se considérait plus comme étrangères les uns aux autres. On a une cause qu'on a embrassée les unes après les autres, et on se comportait comme des militantes, comme des sœurs. Et on a tout partagé. En toute confiance. Absolument. Et elles ont été plus loin que nous. Parce que le sacrifice qu'elle faisait, elle, moi je me souviens, Evelyne a perdu sa mère pendant qu'elle était à la prison de Harrach. Son père est venu la voir pour essayer d'obtenir qu'elle change de comportement. Elle est sortie en hurlant, en disant « moi on ne m'achète pas ». Et elle a rompu ses relations avec sa famille. Mais c'est des choix qui sont difficiles après coup, quand on pense à tout ça. C'est pas des trucs... Mais elles agissaient en être adultes, en ayant réfléchi aux choix qu'elles faisaient, et pour la plupart, elles ont eu la vie brisée par le choix qu'elles ont fait. On a l'exemple aussi d'Annie Stenner. Ah ben, Annie Stenner, elle a perdu ses 2 filles. Elle était mariée à un Suisse allemand,
qui n'était pas d'accord, et il embarquait les filles, en plus en Allemagne. Donc les filles ont parlé l'allemand, elles ne parlaient plus le français. L'aînée un peu, elle est revenue, moi je l'ai connue, on a fait le Tassili ensemble, mais la deuxième était complètement démolie et elle s'est suicidée. Et Annie ne s'est jamais plainte. Et pour revenir sur Annie Stenner, elle est morte algérienne. Ah ben elles sont toutes mortes algériennes et fières de l'être. Fières de l'être. Moi je les ai approchées les unes et les autres et je peux vous dire que moi, les femmes de ménage, quand elles arrivaient, leur disaient c'est ma sœur. Et on a tout partagé. Moi j'ai vécu dans leur intimité. J'ai connu Abdelkader Sefi, j'allais faire des séjours d'1 mois chez eux à Ben Chikao. Et j'étais leur jeune sœur. Et ça, c'est très enrichissant, quand on a vécu des périodes pareilles. Pour moi, c'est les meilleurs souvenirs que je garde de mon existence. On est le 5 juillet 2024. L'Algérie a 62 ans. Elle est jeune, elle est sexagénaire, elle est pleine d'espoir, plein de rebondissements, plein de belles choses. Inconnue quand même, par rapport à sa géographie, à notre histoire. On reste quand même un peu frustré de n'avoir pas ouvert vraiment le grand livre de notre histoire. Il va se dessiner au fil du temps encore. Dites-nous un mot d'espoir, Madame Becadour. Ben moi, je ne désespère pas. Je ne vous cache pas que à chaque fois que des jeunes veulent m'approcher, le 7 juin dernier, à l'occasion de la commémoration de l'incendie de la bibliothèque, on m'a annoncé que des étudiants voulaient me rencontrer. Je les rencontre avec plaisir parce que quand ils se sentent concernés par ce qui se passe en Algérie, je veux qu'ils sachent, qu'ils connaissent leur histoire, parce que beaucoup de choses leur sont cachées. Hélas, pour certains, je dois dire, ils appartiennent à des associations et parfois on a l'impression qu'ils nous utilisent, qu'ils font ça pour se faire valoir. Et Madame Becadour, nous avons ce livre que vous avez ramené avec vous, Nos aînés à la une, un magnifique livre, Mémoire. Qu'est-ce que ça raconte pour conclure? Eh bien ça, on reprend la vie de tous les grands journalistes qui ont servi l'État algérien. Et Abdelkader Safir, qui en est un, figure dans la présentation de leur vie. La plupart sont morts, et l'un d'eux a réchappé à l'accident qui a coûté la vie à tous les journalistes qui accompagnaient Boumediene au Vietnam. Donc c'est la vie de tous. J'ai reconnu quelques-uns, il y a même Djaoud qui est. Alors il y a leurs photos, il y a leur vie, ce qu'on pense d'eux. Et c'est un mémoire qui est magnifique, qui est un mémoire que j'ai depuis des années. Merci. L'indépendance est venue demain, 5 juillet 1962. Demain, c'est aujourd'hui. Et commencent des années longues, belles, denses, dramatiques, violentes, mais où tout est espoir et liberté. Long parcours. Élu à l'Assemblée constituante en 1962, puis à la première Assemblée nationale en 1964, je participe à l'étude et la mise en place du système éducatif. Le 27 juin 1965, le Conseil de la Révolution, qui désormais détient l'autorité, demande aux 132 députés de lui remettre leur mandat électif pour régulariser son pouvoir. Nous sommes une dizaine à ne pas céder à cette injonction. Ma vie a été profondément marquée par mes rencontres avec mes sœurs et mes frères en militantisme, qu'ils soient des militants de base comme moi ou des responsables au plus haut niveau. Je garde comme un moment fort de ma vie professionnelle mon travail au ministère du Travail et à MEDEA. Mes collègues et mes supérieurs avaient des qualités humaines et des valeurs professionnelles qui permettaient la constitution d'équipes dynamiques et performantes. Héroïne, digne Nadjuma aux yeux d'hirondelle, à l'éternel sourire candide. Ô mon pays des Djamila, bravant l'enfer, la rage liberté, au rythme à l'hymne ailé,
Contez-nous votre foi en la bataille d'Alger, l'horreur sous la torture, l'emblème pour seul horizon. Contez-nous votre foi dans l'amour fougueux de nos martyrs triomphants, pour la victoire, pour la mémoire. Contez-nous les Djamila. Héroïne du peuple fort, en avez-vous gardé mémoire de nos mères veuves du peuple fort, sur leur front fier la calligraphie du serment? En avez-vous gardé mémoire de nos mères veuves du peuple fort, bravant l'ouragan sanguinaire, leur matrice en guise d'offrande? En avez-vous gardé mémoire de nos mères veuves du peuple fort, leurs paroles jaillissantes de leur meurtrissure, la parole qui saigne? En avez-vous gardé mémoire de nos mères veuves du peuple fort? Souvenez-vous, souvenez-vous, à jamais, une plume en or. Une plume s'est assoupie, et toute l'encre s'est répandue. La ténina du mont Chenois s'est envolée loin de l'antre ancestrale. Dans sa course folle, sa robe vermeille frôla la colombe en terre cuite qui vola en éclats. Ce fut le plus beau des présages. Une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. Un silence de glace fige ma voix voilée. Assia, la prodige, expira. Son âme échoue aux portes de ses arrêts. Une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. L'illustre enfant est revenu, des collines fleuries embaumées exhalent l'arôme de thym exquis, des champs d'Aïnen s'élève la nouba des aïeuls, célèbre loue la défunte. Une plume s'est assoupie et toute l'encre s'est répandue. Assia de Césarée émit le vœu ingénu au crépuscule de sa vie, demeurait nulle part dans la maison de vos pères. Donc, les amis du livre, nous sommes toujours heureux de vous convier à ce 9e rendez-vous de Heure du livre, où il est question de l'invité principal, comme je l'ai dit précédemment, de notre Moudjahida Zulekha Bekadour, autour de son ouvrage « Ils ont trahi notre combat, mémoire d'une rebelle dans la guerre et l'après-guerre ». Et puis, après cette date très importante de l'Algérie coloniale, ensuite indépendante, nous remontons plus loin à travers la géographie et l'histoire avec Nordine Benamara autour de son ouvrage « Les Meknassas de l'Ouarsenis, de la tribu à l'Algérie ». Et avec vous, nous remontons aux origines. Et pas n'importe où, mais à l'Ouarsenis. Un livre très documenté, très important dans sa bibliothèque. Comment il se fait un tel travail? Votre question, ma chère Nadia. Une introduction extraordinaire avec la Moudjahida. Nous étions, nous, les enfants qui ont vécu une partie de leur vie dans la colonisation, sous la colonisation. Donc j'ai grandi jusqu'à 7 ans comme étant français. Et les derniers 7 ans, après ça a été la guerre de libération nationale. Et à 15 ans, j'ai vu l'indépendance. Mais pendant que j'étais enfant, avant que les événements se déclenchent, on vivait dans nos familles, on vivait dans la tribu, parce qu'on a gardé le contact avec la tribu, on a gardé le contact avec la montagne. La ville avait ses prolongements dans la montagne. Et dans cette montagne vivaient les Meknassas, qui étaient ma tribu. Donc je parle de ma tribu, pas par égoïsme, mais c'est un chemin que j'ai emprunté, et on emprunte les chemins qu'on connaît, pour aller vers les autres. Et qu'est-ce que j'ai appris par ma famille et par ma tribu? J'ai appris que nous étions différents de ceux qui nous colonisaient. C'est déjà une prise de conscience importante. Mais j'ai appris aussi par eux que ceux qui nous colonisaient, et ce sont les causes qui nous ont amenés à vous battre, c'est que nous étions niés dans notre identité, dans nos biens. Nous étions niés dans notre culture.
nous étions niés dans notre histoire et nous étions niés dans notre être. Pour eux, nous n'étions rien. On n'existait pas. Viscéralement, parce que nous avons été adultes avant l'âge. Nous qui avions vécu cette période-là, et on n'a pas été quand même des enfants. Tout de suite, on a été pris par ces questions fondamentales. Et viscéralement, je sentais qu'il fallait démentir ce que disaient de nous ceux qui étaient en face. Et il fallait, et dans mon cheminement, tout au long de ma vie, j'ai appris que nous avions une grande histoire, que nous avions une grande culture, et que donc nous étions un grand peuple, méritant toute sa place dans le concert des nations. Et c'est dans cette histoire millénaire, et c'est dans cette culture que le peuple algérien a trouvé les ressources nécessaires pour mener à bien sa guerre de libération nationale. C'est dans tout ça qu'elle a puisé sa force. Toute jeune fille qui aurait pensé à s'amuser, à danser, et qui allait, elle, plutôt choisir d'aller vers le juvénile. Parce que ce qu'il y avait là, le moteur qui était là, était d'une puissance extraordinaire. On ne s'appartenait plus. On appartenait à la nation, qui avait besoin de se redresser. Voilà un peu la motivation de cet ouvrage-là. Votre livre, vous montez vraiment aux origines. Et c'est extraordinaire parce qu'on découvre avec vous les Romains, les Byzantins, les Numides, l'arrivée de l'islam, ensuite l'islam et ses dynasties, et vous arrivez jusqu'à nous emmener les Omeyyades. On s'amuse et on s'éclate avec la résistance chez nous dans les Aurès. Et les Aurès, c'est l'autre côté de l'Oarsenis. Donc l'Algérie avait l'Oarsenis, mais avait aussi les Aurès, avait Durdura, plutôt. Donc tout ça, c'est des centres très importants de ce qu'est le peuple algérien, dans sa diversité. Comment il se fait ce travail d'un grand passionné, d'un curieux, et d'un non-français, un Algérien, mais un Algérien qui se construit? Comment vous avez procédé dans votre travail? Vos lectures? Alors, vos débats, les conférences d'autrui? Donc, la motivation principale était celle-là. C'est cet enfant qui vivait entre deux mondes. Entre le monde de la colonisation et le monde de sa tribu et de sa famille. Et dans ce monde de la tribu et de la famille, tout vaincu qu'on était, je ne me suis jamais senti français. Et je ne me suis jamais senti inférieur à un Français. Jamais. Parce que j'étais riche d'une histoire extrêmement belle, extrêmement. Donc, j'étais étonné qu'il soit là. Et donc, nous avons, nous, bénéficié de ce travail de la guerre de libération nationale pour être parmi les enfants qui ont été à l'école. Parce que n'oubliez pas qu'en 1953, il y avait à peine 150 000 petits Algériens qui allaient à l'école. Les colons s'opposaient à ce qu'on puisse scolariser les enfants. Quand la guerre de libération, quand les colons, la France a senti qu'il y avait quelque chose qui commençait à bouger, là ils ont commencé un petit peu à essayer d'ouvrir, de faire un certain nombre de gestes pour garder l'Algérie. Enfin, en 1954, il était déjà trop tard. Trop tard. Mais j'ai fait partie de ces petits-enfants qui ont eu ce privilège d'aller à l'école. Et donc, je suis déjà, dès le départ... de l'Oarsenis, Tiaret. À Tiaret. Voilà. Je suis né à Tiaret. Mes aïeux étaient dans l'Oarsenis. Et c'est cette histoire de colonisation qui a fait que leurs terres ont été accaparées. Il faut préciser que c'est des berbères aussi. Hein. Ils étaient berbères. Absolument. Le socle algérien, là, je le démontre dans toute cette histoire, que le socle algérien est amazigh. Mais que nous sommes comme une éponge. Parce que nous sommes comme une éponge, nous assimilons tout ce qui peut être utile pour nous. Et donc la civilisation arabo-musulmane a été acceptée, intégrée, elle est devenue une dimension
de notre identité. Et nous verrons un petit peu comment est-ce qu'il y a eu cette interaction entre la culture amazigh et la culture arabo-musulmane, qui a fini par donner le socle, le trépied de l'identité algérienne, qui est l'amazirité, l'arabité et l'islam. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous parlez comment l'islam est arrivé à travers par ses dynasties, parce que l'islam aussi, il avait des dynasties, il était puissant. Depuis, juste après la mort du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, les Omeyyades, ils ont un peu traversé et tout de suite ils ont conquis le monde, quoi. On le voit à travers l'histoire et on l'oublie. Même à l'époque du prophète, on a quand même avancé. Et il y a un passage dans votre ouvrage où vous dites « Nous étions berbères et l'islam nous a arabisés et nous avons cessé d'être avec la langue des aïeux et nous sommes avec la langue des arrivés, des arrivants, si je puis me permettre. » C'est intéressant ces passages que vous faites. Alors, comment vous voyagez? Comment vous arrivez à voyager et puis vous interprétez que les Berbères ont oublié leur langue et ils se sont arabisés? C'est intéressant l'histoire de l'arabisation puisqu'on est dans le thème aujourd'hui. alors il faut rappeler d'abord que avant d'être colonisés par les Romains, nous étions une nation libre. Nous étions la Numidie. Et c'est pour ça que j'aime parler de la Numide, Algérie. L'ancêtre de l'Algérie, c'est la Numidie. Et elle plonge ses racines dans les siècles et les siècles passés. Donc nous existons depuis longtemps. Et c'est pour ça que quand on parle de Sifax, quand on parle de Massinissa, qui ont été les premiers rois de la Numidie, de cet espace de l'Afrique du Nord, nous existions déjà du temps des Grecs et des Romains. Donc, Tarikh Tana, ou Mektoub, ou Mahfoud, il suffit d'aller le dénicher. Et c'est le fait d'avoir été à l'école qui nous a permis d'aller fouiner dans les ouvrages pour trouver notre histoire. Et notre histoire est encore riche et elle est encore à découvrir. Bien. Les Romains, quand ils ont vu cet état numide qu'avait constitué Massinissa, et qui s'étendait à la fois sur le nord de l'Algérie, les hauts plateaux et le sud, jusqu'au Tassili Najer, Massinissa a su agréger les éléments qui composaient l'Algérie, à savoir les Massils à l'ouest, les Massaïcils à l'ouest, les Massils à l'est, les Garamantes qui vont vers le sud, et sur les hauts plateaux, les Djedala. Il y avait 4 grandes. C'est intéressant parce que vous êtes chez les Romains et moi je suis chez les musulmans. Mais j'arrive. Donc, Mais j'arrive. C'est intéressant. J'arrive. On a affaibli les Romains par des luttes incessantes, par Juba, Tacfarinas. C'est des révolutionnaires. C'est des gens qui luttaient contre la colonisation. Donc c'est pas d'hier, c'est pas de 54. C'est depuis la nuit des temps où chaque fois qu'il y avait un envahisseur, l'Algérien se levait. Il ne voulait pas se soumettre. Et vers le 5e siècle, affaiblis, les Romains ont été obligés de déguerpir. Et dès qu'ils ont déguerpi, le royaume numide a commencé à se reconstituer autour de l'Ouarsenis, le royaume des Gédars. Nous avons 13 pyramides qui prouvent l'existence de cette dynastie. Et dans l'Aurès, on a eu la dynastie des Aurès, le royaume des Aurès. Et on avait 2 royaumes vers le début du 5e siècle. Quand les Omeyyades ont commencé à pointer du nez du côté de la Libye et de la Tunisie, oh, il y a un danger qui est en train d'arriver. Pardonnez-moi, monsieur Benamara. On vient juste de chasser les Romains. Pour qu'on puisse vous suivre, parce que vous êtes épris de l'histoire et nous, on n'est pas toujours spécialistes de l'histoire. Donc vous dites, il y a quelque chose qui s'est construit du côté de Ouarsenis et du côté des Aurès. Exactement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un royaume. Oui. Le royaume de Ouarsenis a pratiquement couvert l'ensemble du centre du Tel jusqu'à la Moulouya, le Melouia, oui, qui était la frontière ouest, qui aujourd'hui est dans le territoire marocain.
s'il insiste un peu trop, nous risquons de lui dire de nous remettre les territoires qui sont en deçà de la boulue. Et les pauvres, ils ne sont pas au courant. Donc nos frontières sont connues. Nos frontières sont connues. Ce royaume s'est installé. Il a eu 3 rois, d'ailleurs. Le premier roi de ce royaume, qui a constitué ce royaume, c'est Massouna. Et comme par hasard, ça ressemble à Massinissa. Dans le radical, c'est notre chef. Lui a succédé Mastigas, et lui a succédé un autre qui s'appelait Garboul. Donc, Mawjouda. Sauf qu'on n'a pas suffisamment pioché dans l'histoire de ce royaume, qui a duré à peu près 2 siècles. Mais on entend très peu parler. Parce qu'on était coupé de notre histoire. Il n'y a pas que l'histoire des révolutions qui n'a pas tout révélé. C'est notre histoire qui est en train de révéler des choses et des choses et des choses. Elle est très riche. Sans oublier, quelque part, même s'il y a eu la chute des Romains, il y avait aussi l'éveil de Byzance. Byzance aussi était... Alors quand les Romains sont partis, ben, il y a eu l'éclatement de l'Empire romain. Absolument. Entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. D'Orient. L'Empire d'Occident a commencé à péricliter, et c'est Byzance qui a pris la relève. Mais elle ne s'est pas bien installée en Afrique du Nord. Elle n'avait pas repris l'ensemble du territoire. Yannick avait les Romains, ils avaient pris une partie au niveau de la Tunisie, un peu le nord de l'Algérie, mais le reste, elle n'a pas pu le reprendre. Le royaume de Louarsonis, avec le royaume de Lorès, l'ont empêché de s'étendre comme se sont étendus les Romains à l'époque. D'accord ? Absolument. Donc les Byzantins étaient très affaiblis au 7e siècle. Et c'est là où il y a la venue des Omeyyades après la naissance de l'islam. Porteurs d'un message, ils estimaient qu'ils devaient le diffuser dans le reste des territoires. Ils sont passés facilement en Égypte, parce que le peuple était opposé aux Byzantins, donc il n'y a pas eu de grande résistance. La Libye, il n'y avait pas grand monde. La Tunisie avait bien un petit peu autour de Carthage. Ils ont résisté un peu. Et ils se sont essayés à passer vers le territoire numide. Et les Numides, dès qu'ils ont vu les Omeyyades arriver, les rois du royaume des Gédar et les princes des Aurès se sont entendus pour constituer un seul État, pour faire face à l'envahisseur. Parce que les Omeyyades, pour nous, c'était des étrangers qui venaient nous coloniser. On ne connaissait pas encore le contenu du message. Et on n'a pas justifié, combien même. Tu prends ma terre, je le défends. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive avec les armes, je le combats. Et on avait les moyens de le combattre parce qu'on était déjà un État. On était structuré. Alors, c'est pour ça qu'on s'explique très mal pourquoi l'Algérie, il a fallu 30 années aux Omeyyades pour ouvrir l'Algérie à l'islam. Mais parce qu'il y avait un État. En Égypte, ils sont passés, Moro el-Kéram, la Libye, Moro el-Kéram, il n'y avait pas d'État. Il y avait les Byzantins qui dominaient. La Tunisie, la même chose. Chez nous, non. Chez nous, dès le départ des Romains, on était toujours chercheurs de la mise en place d'un État. Et bien sûr, il faut quand même rappeler que c'est une femme aussi qui est à la tête de cette... Avant elle, c'était Kosaï. Oui, mais il faut revenir un peu Bien à sûr, sa je vie. reviens. Celui qui a dirigé la résistance à la tête de ce royaume, unifié des Aurès et de Louarsonis, ça a été quand même Kosaïla. Absolument. Kosaïla. Et ça a été un chef valeureux qui a fait face aux Omeyyades, et ils ont été obligés de reculer. Et de le tuer. De reculer. Même ils ont été un peu plus intelligents, parce que quand ils nous ont envoyé les premiers Omeyyades, c'était des gens qui avaient un comportement belliqueux. Mais ils ont eu l'intelligence de nous envoyer. Il faut dire que c'est Orba ibn Nafa aussi. Hein. Orba ibn Nafa qui a fait partie donc, de ces généraux durs, difficiles, qui n'avaient pas la pédagogie pour faire admettre le nouveau message. Orba a été rappelé au Moyen-Orient, et c'est Abu al-Muhajir, dont on ne parle pas suffisamment, mais qui lui était beaucoup plus politique. Donc quand il a pris ses fonctions à Tunis, il a commencé à s'informer sur la réalité politique du pays. Et on lui a dit, bon, si tu as envie
d'avancer dans le territoire central en Numidie, tient intérêt à t'entendre avec le chef qui dirige la résistance. Moi, je veux vous appuyer sur Houssaïla, moi j'appuie sur Karina, parce que le monde maghrébin est en train de se l'approprier, et elle est de Khenchla, elle est de chez nous, on parle à peine d'elle, je ne sais pas pourquoi. Là, on va découvrir au fil du temps pourquoi une femme est toujours honnie, et pourtant c'était une reine berbère qui a mené des armées, qui a réuni des tribus et qui a fait la guerre aux envahisseurs, c'est une réalité. Maintenant, revenons à Loarsenis. Revenons, qu'est-ce qui se passait à Loarsenis? Je suis dans Loarsenis. Quand je vous dis le royaume des Djeddah, c'est le royaume de Loarsenis. Absolument. C'est le royaume de Loarsenis. Quand je parle des 13 pyramides, c'est dans la région de Loarsenis. Je les ai visitées il n'y a pas plus tard. On a des vestiges alors. Il y a des vestiges. C'est des pyramides magnifiques qu'on a fini par classer comme patrimoine mondial. Donc le travail commence à se faire. Mais je n'ai jamais voulu parler de Loarsenis comme étant quelque chose d'à part. C'est uniquement pour dire qu'il faisait partie d'un tout. Il a porté sa contribution. D'abord, c'est le massif de C'est Loarsenis. le massif de Loarsenis, comme le massif de l'Oranie, Absolument. où elle a pris les armes pour la première fois en allant dans ce massif-là. Du côté de Saïda, je crois que vous avez commencé par là-bas. Non. Non, moi je suis restée dans le centre à Oran. Ah, c'était, votre jeunesse, vous l'avez vécue à Tlemcen. Et je suis née à Tiaret. Et je sais que vous êtes née. Ah, d'accord. Mais vous aviez vécu beaucoup à partir de 5 ans à Tlemcen. Et de Tlemcen, vous êtes parti sur Alger. Voilà. Et c'est comme ça que vous étiez là. Donc, vous aviez pris les armes, si je peux dire, dans le centre. Donc voilà. Donc le Loarsenis, pour moi, était uniquement un point de départ. Mais mon amour et mon grand amour, c'est l'Algérie. Nous avons le bonheur aussi d'avoir Samira Bentorki Saidi, qui a sorti son livre tout récemment, Des tribus arabes dans l'Ouest américain, l'héritage islamique de la nation Cherokee. Un livre très intéressant, pourquoi? Parce que non seulement il y a son périple, il y a ce voyage par écrit, mais il y a ce voyage à travers les photos. Chère Nadia, je te remercie pour ton invitation et je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'être surtout sous le beau ciel d'Algérie. Eh bien, en ce qui concerne cette passion que j'ai développée avec le temps, j'ai emprunté les routes maritimes du monde parce que c'est par l'histoire de la marine, l'histoire maritime du monde qu'on accède à des données historiques qui ont été soit mises de côté, dissimulées ou falsifiées ou déformées. Déformées parce qu'il y a des identités à surtout éviter de mettre en exergue. L'identité de l'Afrique du Nord, l'identité de certains peuples d'Amérique, l'identité même de certains peuples de Chine, de certaines dynasties chinoises, parce qu'aujourd'hui je suis en train de travailler sur les relations sino-arabes, et j'ai pioché également dans des chapitres de l'histoire qui remontent très très loin, en donnant par mes références la parole à des historiens ou des géographes chinois, aussi bien que malais, indonésiens, anglais, américains, vraiment de différentes origines, parce qu'on ne peut pas accéder à une vérité historique sans mettre en place, comme pour les caméras, l'axe depuis différents endroits. Donc, en ce qui concerne l'Amérique précolombienne, j'ai travaillé dessus depuis maintenant plus de 30 ans. En ce qui concerne l'Amérique précolombienne, donc j'ai repris toute l'histoire de Christophe Colomb, de sa pseudo-découverte d'un nouveau monde. On ne peut découvrir un nouveau monde à partir du moment où il existe des populations qui sont déjà présentes et bel et bien présentes. C'est un peu comme l'histoire de l'Algérie, en ce qui concerne en tous les cas le colonialisme de l'Amérique, du continent américain. D'ailleurs, le terme colonialisme vient du nom espagnol de Christophe Colomb, Cristóbal Colón. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de colonialisme, on parle en réalité de colombianisme. Et c'est quelque chose que j'aime mettre en exergue dans mes livres afin de rappeler
le fait que le colonialisme est responsable d'une centaine de millions de morts, rien qu'en Amérique précolombienne, et que par la suite, l'Algérie était devenue l'Amérique des peuples d'Europe. C'est-à-dire qu'ils voulaient transformer cette partie du monde en ce qu'ils avaient transformé l'Amérique, c'est-à-dire mettre en place un génocide pour s'emparer du territoire. Donc, lorsque M. Benamara, tout à l'heure, a parlé des 6 millions de morts, certains auteurs parlent de 8 à 10 millions de morts. Donc, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire au niveau du nombre de personnes qui ont été mises à mort par le colombianisme. J'aime bien utiliser le terme colombianisme pour rappeler, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et donc, à partir de là, j'ai repris l'histoire de l'Amérique par sa voie maritime. Il s'est avéré que Christophe Colomb a emprunté des bateaux qui étaient arabes, caravelas, al-Qarib, donc qui ont été construites par des pêcheurs maghrébins. Et d'ailleurs, dans le domaine de la marine, il y a des spécialistes qui reconnaissent que même les navires qu'on dit espagnols ou portugais, ou même les connaissances maritimes espagnoles ou portugaises, sont en réalité des connaissances maritimes arabo-musulmanes. Mais je vais m'arrêter sur le terme, sur le mot arabe, sur l'origine arabe. Pourquoi? Parce que les Arabes ont été les plus grands navigateurs que la Terre ait connus. Ils ont été très loin, et pas uniquement en Amérique, ils ont été jusqu'en Australie, puisque durant les années 1930, il y a des pièces de monnaie qui ont été retrouvées en Australie, écrites en langue arabe, ce qui a fait dire très récemment au journal anglais The Guardian qu'il serait peut-être temps de revoir nos copies en ce qui concerne l'histoire de l'humanité. Donc, l'islam en réalité est arrivé en Amérique dès le 1er siècle de l'Hégire. Parce qu'il y avait des voyages maritimes permanents entre l'ancien et le pseudo-nouveau monde. Sauf que ce sont des données maritimes qui étaient maintenues secrètes, comme au temps des Phéniciens, des Arabes cananéens que les Grecs ont surnommé les Phéniciens du fait de l'usage qu'ils avaient donc du murex, qui donnait, pour peindre leurs bateaux, et qui donnait donc cette couleur rouge-pourpre. Pour revenir, pour s'arrêter un petit peu, pour ne pas remonter jusqu'aux Phéniciens, mais rester dans l'arrivée de l'islam, c'est très, très important aussi pour nous. Les Omeyyades, vous dites bien que c'est un siècle après l'arrivée de l'islam, ils sont rentrés aux États-Unis. Donc au moment où ils sont partis à Carthage, en Algérie, parce qu'on est en 89 après la mort du prophète, donc ça fait un siècle quand même que les Omeyyades, parce que le prophète est mort en 632, je parle de l'année, notre année, il est mort en 632 et la chute de Kahina, ça a été en 701, 703, 707, donc on est quasiment à un siècle après la mort du prophète, avec l'arrivée des Omeyyades, l'installation un peu comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec M. Benamara, donc ils se sont installés, à partir de Damas, ils sont en Égypte, et puis Carthage, ça a été difficile, ensuite ils rentrent chez nous, en Algérie, etc. Donc à ce moment-là, vous dites qu'à ce moment-là, et ils ne sont pas loin, parce que là, ils vont rentrer aussi sur Cordoue. Ils vont partir du côté aussi de l'Asie. Donc, à ce moment-là, vous avez fait des recherches qui montrent qu'ils ont fait aussi les États-Unis, quoi. Oui. Voilà, c'est à ce moment-là que c'est très important de situer, parce que le commun de celui qui regarde cette émission, qui regarde en fait cette heure du livre, il va s'étonner, parce qu'on ne va pas monter jusqu'aux Phéniciens, mais on va rester jusqu'à l'arrivée de l'islam. On est en 632, la mort le prophète, que le salut soit sur lui, et ensuite les Omeyyades, 89 ans, on est encore avec les Omeyyades, ensuite les Abbassides. C'est très important même nous, pour les Africains du Nord, de savoir un petit peu comment ils nous ont, le Futuhat, vous dites, d'autres disent la colonisation, d'autres des conquérants, enfin, chacun comment il l'appelle, mais les sources sont là pour... Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, ils sont en Afrique du Nord, et ces Arabes, ils sont en Amérique. C'est très important. Moi, je veux me situer là. Très bien. How? Comment? Eh bien, justement, il y a eu donc des voyages transpacifiques, transatlantiques.
à peu près à la même période. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont dirigés vers l'Est aussi bien que vers l'Ouest. Ils se sont dirigés vers la côte ouest des États-Unis, en Californie, aussi bien qu'au Nevada, Arizona, où ont été donc découvertes un certain nombre de preuves, de vestiges archéologiques qui prouvent non seulement une présence arabo-musulmane, mais que l'islam y était dès donc le 1er siècle de l'Hégire. Selon même Barifel, il était présent dès 650. 650 650, ah, oui, bon, lorsque vous ouvrez son ouvrage Saga America, oui. Vous allez trouver comme première date de la présence musulmane, c'est 650. 650, donc avant Cordoue, quoi. Ah oui, peut-être même avant Alger. Oui. Parce que Alger, c'est 701, 702, 703 avec la chute de Caïna. Oui. C'est à peu près ça. Donc c'est avant qu'ils bien viennent en avant, Algérie. ils étaient déjà sur le continent américain. Et qu'est-ce qui prouve cela? Donc il y a l'archéologie L'archéologie l'a prouvé, puisqu'il y a des sites archéologiques en plein Nevada, non loin de Las Vegas d'ailleurs, où donc la langue arabe a été découverte, où la langue, des preuves sur des pétroglyphes avec des inscriptions en lettres koufiques ont prouvé que la langue arabe était présente donc après l'islam, parce que c'est le prénom de Mohammed qui était présent. Mohammed Nabiullah, Mohammed le prophète d'Allah, était donc inscrit sur les pétroglyphes dans le Nevada, et le nom de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, était également écrit en lettres koufiques en Californie. Et je vais même vous raconter une petite anecdote. Je suis partie aux États-Unis en 2021 et j'ai été, enfin, l'ancien directeur de la Maison Blanche, sous Trump, a demandé à me rencontrer. Donc j'ai accepté, bien entendu, c'était avec un grand plaisir. Et donc il voulait discuter donc de cette présence arabo-musulmane sur le continent américain. En fait, il me posait des questions, mais en réalité, il prêchait, c'est comme si je prêchais en fait une convertie. En réalité, lui-même savait que c'était une femme arabe qui dirigeait, qui gouvernait la Californie. Donc ça, c'est quand même le directeur de la Maison-Blanche qui est en train de la sécurité de la Maison-Blanche qui est en train de parler. Donc c'était une femme arabe, et le mot Californie vient de la langue arabe, al-Khalifa. Donc ceux qui se sont moqués à un moment donné d'un ancien président arabe qui a souligné cette vérité historique, cette vérité linguistique, cette vérité archéologique, vont être étonnés de voir qu'il y a alors non seulement la langue arabe en Californie, mais qu'il y a une cinquantaine de tablettes qui ont été retrouvées également, je crois que c'était en Arizona, qui était également écrite en langue arabe, et celui qui l'a découverte a non seulement souligné son étonnement, mais a précisé qu'il était étonnant qu'on retrouve la langue arabe présente aux États-Unis en si grand nombre. Et vous avez raison de parler de Californie, califat, parce que les califes, à l'époque, juste après la mort de Mohammed, quand ils ont pris les 4 califes en tout cas, surtout le deuxième, il a été jusqu'à Jérusalem, on n'apprend rien aux Juifs aujourd'hui pour dire que c'est connu, c'est archi connu, que le deuxième calife de l'islam est rentré à Jérusalem, il a été reçu là-bas, et donc c'est pas étonnant que ce soit l'époque des califes où l'islam a traversé le continent américain. C'est même pas étonnant quand on pioche dans l'histoire, quand on revient aux dates, quand on revient aux sources. C'est même pas étonnant que la Californie soit le calife et les califats, parce que les califats, ils ont mené un combat sans merci. Ils avaient affronté les Byzantins et les Sassanides. C'était une guerre sans merci entre eux. Et c'est pas étonnant qu'ils puissent traverser le continent américain. Donc s'il y a l'archéologie qui prouve cela, merci Dieu de dévoiler des vérités. Mais il y a également la linguistique qui prouve que la langue arabe était bel et bien présente. Un linguiste américain, dont vous trouverez le nom dans l'un des prochains ouvrages qui va être également publié, qui a été préfacé par l'ancien ambassadeur américain, le Dr Robert Dixon Crane, il souligne le fait qu'il a travaillé donc sur les langues d'Amérique, les langues uto-aztèques pendant une quarantaine d'années, et ce monsieur, ce linguiste, parle plusieurs langues d'Amérique, aussi bien que la langue arabe.
aussi bien que l'hébreu, et d'autres langues également, on va dire, de l'ancien monde. Et il a réalisé qu'en réalité, la langue arabe faisait partie des langues d'Amérique, donc depuis le Canada vers l'Amérique centrale. Donc lorsqu'on parle de cette présence arabo-musulmane en Amérique précolombienne, ce ne sont pas juste des mots, parce que certains aiment bien dire oui, non, il ne reste pas de preuves, il n'y a pas de preuves, mais si, il existe des preuves. Ces preuves, vous ne voulez pas les voir, parce que vous ne voulez pas lever le voile sur la partie qui concerne l'Amérique arabe, l'Amérique noire africaine, l'Amérique musulmane, avant 1492. Comme par hasard, 1492, la chute de Grenade, Absolument. Découverte de l'Amérique. Et la sortie des musulmans de Cordoue. Et la sortie des musulmans de Cordoue. Alors ils nous sortent même de l'histoire. Ils nous ont sortis de l'histoire, ils ont transformé des chapitres entiers de l'histoire de l'Amérique qui étaient extrêmement riches en épisodes arabes et musulmans et noirs africains, puisque le plus ancien squelette à avoir été retrouvé sur le continent américain était celui d'une adolescente aux traits négroïdes, ce qui prouve que les Noirs africains n'étaient pas en Amérique en tant qu'esclaves, mais dès le départ ils y étaient en tant que grands navigateurs, en tant que grands explorateurs, mais simplement on essaie de faire croire qu'ils craignaient l'eau, qu'ils étaient un peu comme les Arabes, qu'ils craignaient l'eau. Or on oublie de mettre en avant le fait que les plus grands bateaux à avoir été construits étaient ceux qui avaient été construits par les Arabes, bien avant les Chinois, et qu'ensuite il y a eu donc la fameuse flotte chinoise qui était dirigée par Zhang He, qui était un musulman, sauf qu'on oublie de mettre en avant le fait que ce grand monsieur, ce grand amiral de la flotte chinoise était également d'ascendance arabe, puisqu'il était le descendant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de la 37e génération. Donc toutes ces informations-là existent, elles sont sourcées. Il faut simplement maintenant que nous les mettions en avant, que nous jouions notre rôle et qu'on assume nos responsabilités en tant que chercheurs, en tant qu'historiens, et même en tant qu'homme politique ou femme politique, parce qu'il y a la politique qui est quand même rentrée en ligne de compte dans l'enseignement de l'histoire, même si je dis qu'il faut séparer l'enseignement de l'histoire de la politique, comme l'Église a été séparée de l'État. Je ne sais pas si tu me suis, Nadia. Oui, mais nous, de notre côté, depuis notre perspective, le monde politique a un rôle à jouer, et ce rôle-là, il est de faire renaître de ces cendres et de faire renaître et de faire redécouvrir notre patrimoine historique en tant qu'Algériens, en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, en tant qu'Africains, parce que nous avons, en tant qu'Asiatiques, en tant qu'Australiens, parce qu'on nous a enseigné l'histoire telle qu'elle a été enseignée et imposée par l'Occident, par l'Europe, à travers l'expansionnisme européen, un expansionnisme qui a été particulièrement cruel, particulièrement destructeur, parce que la première chose qu'ils ont détruite sur le continent américain, ça a été quand même le livre des Toltecs, qui était connu comme étant le livre divin, qui, comme par hasard, est apparu vers 650. On se demande pourquoi. Donc toutes ces informations historiques, archéologiques, linguistiques doivent être remises en avant par les hommes et les femmes de culture et les femmes et les hommes du monde politique, parce que je le dis et je le redis, le monde politique se doit d'assumer ses responsabilités face au monde culturel, et que le monde culturel doit être quelque part protégé, de manière à ce qu'il puisse lui-même à son tour protéger. Avant de partir dans les politiques, parce que parfois quand on parle de la politique, parfois on est dans plus l'insignifiance que l'apport de l'humanité n'est pas chez les politiques, il est chez les chercheurs, les écrivains, les historiens, et tout ce monde, etc. Les politiques, ils sont là occasionnellement, parfois à profit personnel. Oui, parce que vraiment les politiques, moi c'est ça a caché le débat. Mais non, il y avait les Arabes quand ils sont rentrés. Tarq Ben Ziyad, mais il n'est pas parti en cheval en Espagne. Eh ben, il est parti. C'est les flottes.
Ça veut dire qu'il existait des flottes. Ça veut dire qu'il y avait les flottes. Même Bien les sûr. Arabes, ils ont attaqué les Byzantins par des flottes. Il y a des sources aussi. Il faut Mais piocher bien dans ces entendu. sources. En Méditerranée, il y avait des flottes arabes. Avant de passer par là où tu es, chez les Américains, il faut rester dans la Méditerranée. Et dans la Méditerranée, on a des flottes arabes. Eh bien, j'en parle. Avec Je la parle de ces diffusion de flottes. l'islam dans le Ifriqiya central et Carthage. Voilà. Il y a des flottes. Mais bien entendu, Il faut remonter déjà, à bien, ça, il c'est faut- pour ça qu'il faut toujours remonter Donc, avant l'avènement Quand de tu dis c'est l'islam. des navigateurs, mais bien sûr. Avant l'avènement de l'islam, il y avait de très grandes flottes arabes en Méditerranée. Sauf qu'on a voulu faire croire que les Arabes, avec la fameuse bataille des voiles, où c'était bateau contre bateau, et où les Arabes, les musulmans ont gagné, on a voulu faire croire que c'était des débutants qui avaient quelque part combattu et sont sortis victorieux de gens qui avaient, enfin de navigateurs qui avaient une longue expérience derrière eux. D'ailleurs, ils appelaient la Méditerranée Mare Nostrum. Non, que nenni. Que nenni. Les Arabes étaient de très grands navigateurs depuis des milliers d'années et les chercheurs spécialisés Là, dans c'est le un autre domaine. débat parce que chez toi, les Arabes, c'est pas la péninsule arabique, c'est autre Non, non, chose. c'est bien au-delà de la péninsule Oui. arabique. Ça, C'est-à-dire c'est un autre débat, c'est un autre chapitre. C'est-à-dire que les spécialistes qui se sont penchés sur la question de la navigation, de l'histoire maritime, ont réalisé qu'en réalité, les Occidentaux, de manière générale, que ce soit par rapport à l'histoire du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, La France aussi. ou de la France, refusaient de mettre en avant, de mettre en exergue donc l'origine arabe de ces fameux bateaux. Donc les bateaux qui sont arrivés en Amérique ne sont pas arrivés en Amérique par de jeunes mousses. C'était des spécialistes de la navigation. Et lorsqu'on revient vers la Méditerranée, et je vais revenir vers la Méditerranée, les Chinois ont mis en exergue en 1178 et 1225 De cette ère, de l'ère chrétienne, le fait que les Arabes, depuis l'Afrique du Nord, traversaient un océan pour atteindre un continent au bout de 2 mois. Ce qui ne peut être que le continent américain. Ça, c'est le premier point. Lorsqu'ils ont souligné le fait que c'était à bord de très grands bateaux, certains auteurs, certains traducteurs de ces textes ont prétendu qu'il était impossible que les Arabes aient construit de si grands bateaux. Les Arabes d'Afrique du Nord. Or, j'ai fait des recherches dans ce domaine-là, et ces recherches-là vont apparaître dans 2 prochains livres, celui sur les relations sino-arabes et celui sur l'Amérique arabe, nord-africaine et musulmane avant 1492. J'ai retrouvé des textes écrits par des auteurs français qui datent du 9e siècle. Certains textes sont en français, d'autres sont en latin. Merci à mes cours de latin, où les Français soulignent le fait que les Arabes d'Afrique du Nord venaient à bord de très grands navires qui étaient si grands que les populations françaises pensaient que c'était des bâtiments. Donc moi, j'aimerais revenir sur l'histoire de l'Algérie avant 1830. Parce qu'il y a une histoire de l'Algérie qui met en exergue, encore une nouvelle fois, la personnalité de l'Algérien et de l'Algérienne. Qu'a dit le président Jefferson, le président américain Jefferson? Il faut éloigner les Algériens de la mer. Il faut transformer sa personnalité, la personnalité de l'Algérien. Parce que l'Algérien, en tant que marin, en tant que navigateur, posait problème et représentait un danger, aussi bien pour les Européens que pour les Américains, la jeune nation américaine, qui a donc fondé la US Navy. Et pourquoi a-t-elle fondé la US Navy? Afin de faire face à la marine algérienne. Lorsque certains auteurs parlent donc des corsaires, parlent des frères Barberousse, parlent du Chebec, et font croire que le Chebec a été construit du jour au lendemain pour faire face à l'Espagne des rois catholiques, et que c'est quelque part né de leur volonté de se venger de ce qu'ils ont fait subir aux musulmans d'Espagne. C'est impossible. Lorsqu'on est dans l'histoire maritime, on réalise que même la construction de navires ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut une expertise. Il faut qu'il y ait un héritage qui ait été acquis depuis très longtemps pour pouvoir fabriquer des Chebec.
Et ces shebek-là ont fait quelque part... Shebek, c'est quoi? Le shebek, c'est les navires algériens par excellence, et qui était très rapide. Et cette rapidité des navires rappelle également la rapidité avec laquelle les navires qui utilisaient des voiles latines, on a l'impression qu'on fait référence à des voiles qui ont été inventés par les Européens ou par les chrétiens, en réalité, par les latins. En réalité, des voiles latines, ce sont des voiles arabes qui étaient rapides, qui permettaient aux bateaux d'aller extrêmement vite. Et les voiles latines qui n'étaient pas usitées par les Portugais ont fait que leurs navires coulaient dans l'océan Indien lorsqu'ils essayaient de s'emparer des comptoirs qui étaient en Inde et en Chine pour leur propre profit. Donc, remontant l'histoire maritime. Djamilat. Bouhirid et Boupacha. Sans oublier Amran et Bouazza. Au-delà des proches du moment, au-delà de la fugacité de l'instant, l'Algérie, ce pays éternel, a en vous insufflé profondément l'âme généreuse de la nation. Vos visages ont très gracieux vous ont ouvert des frontières. De vos mains fines et sûres ont jailli de foudroyants éclairs. Les nuages se sont alors déchirés pour laisser passer la lumière. Cette lumière éclairera longtemps les chemins qui éloignent du malheur.